Voilà, bonjour. Alors, je vois que j'apparais sur Facebook Live. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission. Donc, ça fait un certain temps quand même que j'avais pas émis sur Internet. Mais bon, entre le déménagement de Martinique et l'arrivée, l'adaptation en France, trouver un job, etc., ça a pris quand même un petit peu de temps. Mais bon, voilà, on va reprendre le cours de nos émissions. Et je l'espère tranquillement. Pour répondre aussi à vos questions et à vos attentes pour les formateurs et auteurs numériques en ligne dans le cadre de cette communauté qui existe sur Google+ et sur Facebook que nous faisons cette émission. Alors un petit avertissement tout d'abord. J'aimerais vous dire que je ne suis pas avocat spécialiste du droit. Simplement, j'ai quand même pratiqué pas mal dans tout ce qui est contrat, négociation, rédaction de contrats, mais aussi exécution des contrats. Et puis il y a quand même un certain nombre de petits principes que l'on peut appliquer simplement pour éviter un certain nombre de pièges en ce qui concerne les contrats de publication et d'édition. Alors là, je parle essentiellement aux auteurs, mais ça peut aussi toucher les formateurs, puisque on peut être amené à signer un contrat, pourquoi pas, puisque c'est le but du jeu. D'accord ? Ok. Donc en fait, l'idée de cette demi-heure, c'est de vous présenter les principaux pièges à éviter dans un contrat, d'accord ? Et puis d'attirer votre attention sur des points de vigilance qui peuvent apparaître. Ah voilà, vous m'entendez, c'est parfait. Je vois Jean-Philippe Toussault qui me dit qu'il m'entend, ça c'est cool. Ok, donc en fait, il ne faut pas avoir peur de ce genre de littérature un petit peu spéciale, que sont les contrats de publication. C'est quand même assez important pour votre vie professionnelle, d'accord ? Ce sont, si vous voulez, des contrats, c'est un petit peu des biens immatériels, c'est une manière de prendre le temps et l'espace et de le convertir en argent avec votre œuvre, d'accord ? Alors, il ne faut pas oublier qu'un des principes du droit, c'est quand même la liberté contractuelle. La liberté contractuelle, ça veut dire que on a le droit en principe de se mettre d'accord sur un certain nombre de choses, vous et la maison d'édition ou la maison de publication. Et en principe, un contrat peut se négocier, d'accord ? Sauf s'il s'agit d'un contrat d'adhésion. On en parlera un petit peu plus loin. Donc un contrat se négocie, ça veut dire que on peut quand même jouer un petit peu sur telle ou telle clause si on n'est pas d'accord, l'amender, etc. J'aimerais bien avertir les auteurs sur un petit peu ce que j'appellerais la grande illusion. Une fois qu'on a terminé un livre, on a mis du temps, etc., on y a mis du cœur, ça peut être assez difficile comme processus, mais il ne faut pas oublier que on ne peut pas quand même tout déléguer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir de tout confier comme ça d'un seul coup à une maison d'édition et puis on n'a rien à faire, pas de marketing, rien du tout. Non, il faut quand même changer de casquette et être prêt à donc décortiquer ce genre de contrat. Alors la première chose qu'on devrait faire, à mon avis, c'est analyser froidement les droits et obligations, voir si leur répartition est équilibrée entre les parties. D'accord ? Si vous voulez, en principe, le droit, c'est quelque chose qui est équilibré. Si tu fais ça, moi je fais ça. Si tu me donnes ça, tu me donnes ça, etc., etc. Il faut aussi apprivoiser le vocabulaire spécifique. Et puis si vous ne comprenez pas exactement tel ou tel terme, c'est pas bien grave. Je veux dire, on peut chercher sur Internet et puis on peut se faire une idée de ce qui se passe. D'accord ? Alors voilà un petit peu en gros les points de vigilance que j'aimerais vous soumettre. Alors je vais essayer de faire apparaître ça. Voilà. Alors d'abord, on va voir ce que c'est que la vue d'ensemble du contrat. Qu'est-ce qui se passe au niveau d'un contrat ? D'accord ? Moi je dirais que en fait, lorsque vous formez un contrat avec une maison de publication, une maison d'édition, il y a en gros 3 phases. D'accord ? Il y a la phase pré-contractuelle, donc avant le contrat, avant qu'on signe. Et là, si vous voulez, c'est là où on peut le plus agir pour éviter les pièges. D'accord ? Ensuite, la deuxième phase, on signe, on est dans le contrat, et le contrat se déroule, les exécution des obligations, donc on fait ceci, on fait cela, etc. Et puis, en général, ça se passe bien, mais ça peut aussi mal se passer. Troisième phase, ensuite, on sort du contrat. D'accord ? Donc, on en sort bien ou on n'en sort pas bien, avec pertes et fracas. Mais ça peut être prévu. Alors, voyons en gros rapidement qu'est-ce que c'est que la première phase. La première phase, pardon. Là, on est en pourparlers, si vous voulez. On est en négociation. Alors, il faudrait obtenir, si vous voulez, en 2-3 semaines, un accord qui soit quand même relativement positif. Positif pour vous et pour l'autre partie. D'accord ? Moi, je dirais qu'en pratique, pour ce genre de contrat, 2-3 semaines, ça me semble, disons, un délai raisonnable pour pouvoir négocier un contrat. Si vous commencez à tirer un petit peu, que c'est un petit peu trop long, l'autre partie, elle peut se lasser, si vous voulez. D'accord ? Donc, il faut se préparer à une espèce de phase de ping-pong, comme ça, qui va se dérouler entre vous et la maison d'édition.
mais c'est surtout là qu'on peut éviter la plupart des pièges, d'accord, dans la formation du contrat. Alors, je vous avais parlé tout à l'heure qu'il y avait une forme de contrat sur lequel on ne peut pas agir, ça s'appelle les contrats d'adhésion. Donc en principe, il y a une des parties au contrat qui vous propose le contrat d'adhésion, et puis bon, ben là c'est binaire, c'est tout ou rien. Vous pouvez pas agir sur telle ou telle clause. Bon, ben le cas le plus clair, par exemple, ça peut être, bon, ben, vous allez sur Amazon, et puis bon, ben là, ils ont un contrat pour la publication de livres numériques, bon, ben c'est ça, ou vous acceptez ou pas, ou sur Kobo, ou sur d'autres plateformes numériques. Et par contre là, régulièrement, tous les 3-4 mois, eux, ils changent unilatéralement leur clause, et vous devez accepter ou pas, c'est toujours binaire. Par contre, bon, ben, pour des maisons un petit peu plus petites, ben là, il est tout à fait possible, voire même si vous signez à l'étranger, ben là, il est tout à fait possible de négocier. Hein, pourquoi pas? Ok, donc on a vu la deuxième phase, on fait cela, on s'engage, et puis, bon, ben, vous signez, on va voir ça un petit peu plus loin, et puis, bon, ben, troisième phase, on sort du contrat. Alors là, c'est important, si vous voulez, de bien savoir quand finit un contrat. D'accord? Vous vous engagez donc à publier un certain nombre de choses avec la maison d'édition, ok? Mais à mon avis, ça peut pas être pour toute la vie, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait une partie, il faut qu'on puisse savoir très clairement quand est-ce qu'on sort de ce contrat. On va voir ça un petit peu plus loin. Ok, maintenant disons deuxième phase. Un des conseils que je pourrais vous donner, qui est un conseil tout bête en fait, hein, c'est regarder la forme du contrat. Regardez le contrat en fait sans le lire. Pourquoi sans le lire? Parce que bon, moi j'ai vu pas mal de contrats dans ma vie, et puis, comment dire, soit vous avez un contrat qui est lisible, c'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il y a des clauses qui sont numérotées, je sais pas, article 1, article 2, 1.1, 1.2, 1.3, 4.8, 5.2, enfin bref, que ça soit clairement, si vous voulez, serré, qu'on ait à peu près tous les cas, soit c'est un truc très compact, et on ne sait pas comment s'orienter. Je veux dire, par exemple, si on voudrait... Vous surlignez une phrase en jaune, et puis si vous voulez dire je ne suis pas d'accord tout à fait avec la formulation de cette phrase, vous diriez, je sais pas moi, troisième paragraphe de la deuxième page, troisième mot, etc. C'est pas bon, c'est pas clair. D'accord? Ça, en général, c'est un contrat qui a été mal rédigé par une personne qui sait pas faire ou qui prend pas le temps de le faire. Moi, je vous dirais que tout simplement qu'un contrat bien écrit, ça se voit du premier coup d'œil. Bon, je ne dis pas sur le fond, mais sur la forme. C'est-à-dire, il y a des points, un petit peu comme un mode d'emploi, si vous voulez. Lorsque vous prenez un mode d'emploi pour un électroménager, un produit électroménager que vous venez d'acheter, là, c'est clair, il y a le cas, là, etc. Et ça doit être le cas, d'accord? Il faut que vous ayez un contrat qui soit bien écrit de façon claire au niveau de la forme, même sans le lire. Bon, après, maintenant, quand on commence à rentrer dans la lecture du contrat, il y a en fait des grands blocs, d'accord? Les grands blocs du contrat. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme grands blocs? D'abord, il y a ce qu'on appelle les parties. Les parties, ça répond à la question qui. Qui va faire quoi? Alors qui, en principe, vous connaissez, d'accord? Vous êtes l'auteur, vous avez écrit votre bouquin, etc. Et en principe, vous connaissez l'autre partie. Mais est-ce que vous la connaissez bien? On va voir un petit peu quel genre de problème on peut éviter, simplement. Ensuite, on a l'objet du contrat. L'objet du contrat, ça représente la question quoi? D'accord? Quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Attention, c'est différent de la cause en droit. La cause, elle répond à la question pourquoi. D'accord? Alors, pourquoi vous faites ce contrat? Vous, parce que vous êtes auteur, vous espérez vendre votre livre. D'accord? Et de l'autre côté, la maison d'édition, elle aussi, elle espère vendre son livre. Ça, c'est le pourquoi, c'est la cause. Par contre, le quoi, c'est ce que vous allez faire ensemble. D'accord? Alors, la durée. Ensuite, ça, c'est un grand bloc du contrat. La durée. Il faut savoir pour quand vous commencez et pour combien de temps. Combien de temps ça va durer, d'accord? Et puis, moi je dis souvent à mes étudiants, le droit c'est souvent un problème d'espace-temps, d'accord? Espace-temps. Donc vous avez le temps, quand et combien de temps, et puis l'espace, c'est-à-dire où le contrat va se dérouler, sur quel territoire il produit ses effets, d'accord? Alors en principe, vous allez faire peut-être un contrat en France, en Belgique, au Canada, je ne sais pas, mais il faut toujours savoir où où les contrats vont produire leurs effets. Ok. Ensuite, il y a un autre paquet, ça s'appelle, si vous voulez, les droits et obligations. Là, en gros, c'est tout ce qui ne va pas dans l'objet du contrat. Bon, en principe, on peut tout mettre dans l'objet, mais on peut, quelquefois, pour des problèmes de forme, on peut décliner dans d'autres endroits du contrat. Alors là, on verra aussi qu'il faut faire attention à certaines clauses, je vous dirai lesquelles. Ensuite, quel autre bloc on a? C'est le droit applicable. Alors là, le droit applicable, c'est un petit peu, si vous voulez, les règles du jeu que l'on va appliquer dans ce cas précis en cas de litige.
D'accord? Bon, ben parce qu'en principe, tout va bien, bon, c'est OK, mais qu'est-ce qui se passe quand ça va mal? Alors, le droit applicable, ça détermine la compétence territoriale du tribunal qui connaîtra de votre litige. Bon, par exemple, je sais pas, bon, la France, l'Italie ou la Corée, etc. Et on verra aussi le cas des produits dérivés, ça peut être important. Et peut-être qu'il y aura aussi un cas qui s'appelle la force majeure. La force majeure, bon, je ne vais pas vous le définir ici, mais en gros, c'est un événement qui empêche l'une ou l'autre partie d'exécuter ses obligations. Hein, je sais pas, bon, type tremblement de terre, etc. Bon, ça peut arriver, mais bon, c'est bien que ce soit prévu. Ok, alors maintenant, on attaque très vite les parties au contrat. Alors, les parties au contrat, qu'est-ce que c'est? Comme je vous l'ai dit, ça répond à la question qui. Alors vous connaissez bien, mais est-ce que vous connaissez l'autre partie? D'accord? Est-ce que vous la connaissez au sens juridique du terme, au sens économique du terme? Bon, ben là, il n'y a pas 36 solutions. Moi, je vous conseille, alors si c'est une maison très connue, je sais pas, Gallimard, Hachette, c'est super pour vous, très bien. Mais bon, si c'est une petite maison d'édition que vous ne connaissez pas bien, bon, ben là, ça ne coûte rien de chercher. D'accord? Même avant de lire le contrat. Vous cherchez, vous faites des petites recherches sur Internet, publications, qu'est-ce qu'ils ont fait, les auteurs, qui ils ont publié, etc. En fait, vous cherchez ce qu'on appelle la preuve sociale. Alors, la preuve sociale au sens de réseaux sociaux, si vous voulez. Hein. Est-ce qu'ils communiquent? Est-ce qu'on les trouve facilement sur Internet? Parce que ça, c'est quelque chose que vous êtes en mesure de trouver assez rapidement. Si vous voulez aller un peu plus loin et que vous êtes en France, par exemple, ou que vous êtes dans un pays où c'est possible, eh bien, vous pouvez demander au registre du commerce des informations comptables et financières, si vraiment vous avez un doute existentiel sur cette boîte. D'accord? Bon. Il faut bien savoir, attention, moi je ne vous encourage pas à être méfiant, je vous engage à être ouvert et positif, mais de faire attention. D'accord? Parce que bon, bah, on peut quand même vous raconter des salades. On a vu des trucs pas possibles avec certains auteurs, notamment tout ce qui est publication à compte d'auteur. Ben, ça, vous fuyez comme la peste. D'accord? C'est pas à vous de publier vous-même. Si vous le faites, vous êtes auto-édité. D'accord? Mais si vous voulez contracter avec une maison d'édition, ben, c'est un petit peu ça que vous cherchez. Vous voulez pas vous occuper de ça. D'accord? Donc c'est à eux de financer ça et puis de trouver un équilibre financier avec eux pour que bon, ça soit rentable pour eux aussi, évidemment. D'accord? Donc tout le monde a la présomption d'innocence, mais vous devez faire attention. Ok, en fait, le but du jeu, c'est de répondre à la question: pouvez-vous avoir confiance dans l'autre partie? D'accord? Est-ce que vous pouvez avoir confiance en ces personnes? D'accord? Et si la réponse est oui, bon, ben, on continue. Sinon, vous passez à autre chose. Ok, maintenant on va voir l'objet du contrat. Alors l'objet du contrat, si vous voulez, c'est quand même le cœur de notre problème. Le cœur de là où peuvent se trouver en fait les pièges. D'accord? Les pièges d'un contrat de publication. Ok, alors là, l'idée, c'est de voir ce que vous allez faire concrètement avec l'autre partie. Donc là, il faut voir quels ouvrages sont concernés, quelles œuvres. Donc là, on parle des droits d'auteur, etc. Donc, quelles œuvres vous avez qui sont concernées par ce contrat? D'accord? Donc, nom, ISBN, éventuellement, il faut que ça soit clairement défini. Combien de livres vous allez faire en papier ou en numérique? Auprès de qui? Etc. Alors, il y a un problème qui est tout à fait classique, c'est celui de l'exclusivité. Alors là, c'est un piège à éviter. Bon, je ne dis pas qu'il faut ne pas accorder l'exclusivité, mais si vous voulez l'exclusivité, en gros, pour une maison d'édition, ça veut dire bon, ben, elle va s'arroger les droits que vous lui prêtez via le contrat pour qu'elle puisse, si vous voulez, devenir un petit peu auteur à votre place et agir à votre place dans l'espace-temps. Attention, donc dans l'espace, je ne sais pas moi, par exemple toute la France, ou alors tout l'espace francophone. Enfin, si vous voulez l'espace francophone, c'est pas assez clair. Il faut que ça soit vraiment défini au sens administratif du terme, si vous voulez. D'accord? Et puis dans le temps. Attention, fuyez les contrats à durée indéterminée. Non, c'est pas bon. D'accord? Sans limitation de durée, c'est à fuir comme la peste, ça. Je veux dire, vous ne pouvez pas en sortir. On n'est pas dans un contrat de travail. On n'est pas dans un contrat de mariage. D'accord? Enfin, même dans le mariage, on peut divorcer. D'accord? Attention, donc, à l'exclusivité. Si vous voulez conférer l'exclusivité de votre œuvre, de vos œuvres, donc il faut qu'il y ait une contrepartie claire. D'accord? Et que ça figure au contrat. Je ne sais pas moi, plus de royalties. Enfin, dans l'économie générale du contrat, il faut que ça soit clair à un moment donné. Si vous voyez que c'est trop déséquilibré, eh ben à ce moment-là, vous n'accordez pas l'exclusivité. Ok. Alors les autres petites choses qui peuvent apparaître, par exemple les démarches légales et le référencement. D'accord? Bon, par exemple, la maison d'édition va s'occuper de vous enregistrer auprès de la Bibliothèque nationale, etc. Bon, bref. Ça, c'est purement administratif. Ça ne me semble pas absolument extrêmement compliqué. D'accord? Notamment aussi tout ce qui est plateforme digitale. Bon, on pourrait, si vous voulez,
Bon, ça prend du temps, je ne dis pas le contraire, je ne le nie pas. C'est quand même une valeur ajoutée, si vous voulez, de leur part, mais ce n'est pas absolument énorme, surtout pour une maison d'édition qui fait ça tout le temps. Ok, alors là, attention, distribution et référencement commercial. Attention, ce n'est pas de la promotion, d'accord? Ce n'est pas du marketing actif sur les réseaux sociaux. Il faut faire bien attention. D'accord? Parce que ça, c'est, par exemple, c'est principalement diffuser le livre numérique auprès d'autres plateformes de vente digitale. Bon, bah, Amazon, Fnac, Kobo, que sais-je encore, Bookmate, Barnes & Nobles, etc. Bon, ben ça, c'est pratiquement automatique. Maintenant, il y a des agrégateurs qui font ça directement sur Internet pour vous. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui représente un travail phénoménal de la maison d'édition. Il faut que vous en soyez conscient. Donc, si elle vous dit, elle fait ça, ceci, cela, c'est pas énorme. D'accord? Alors, par contre, si c'est clairement défini qu'elle s'occupe des salons, qu'elle vous emmène qu'elle vous paye l'hôtel, qu'elle vous bichonne, qu'elle fait de la communication sur les réseaux sociaux, ça, c'est, vous voulez, une activité marketing intense. Et là, effectivement, là, ça pourrait justifier l'exclusivité, si vous voulez. Parce que si pour qu'elle puisse maîtriser votre communication, il faut qu'elle ait l'exclusivité, ça paraît normal, ça paraît raisonnable. Comprenez? Si vous faites votre petit marketing dans votre coin alors que la maison d'édition elle le fait pareil en parallèle, ça va pas aller. Donc c'est normal à ce moment-là qu'il demande l'exclusivité. Ayez toujours une vision équilibrée et raisonnable des choses. Ok. Alors les exemplaires de promotion. Bon, bah là, ça paraît normal, d'accord? Il est tout à fait normal que la maison d'édition, elle prévoit, je ne sais pas combien d'exemplaires, ça vous devez le savoir, hein, 10, 20, 30, 40, si ça commence à être 100, 200, faut voir, d'accord? Mais c'est normal qu'elle distribue auprès des journalistes, auprès des gens, auprès des décideurs, des influenceurs, pour que votre livre soit connu. Mais là, il faut clairement noter combien, pourquoi, à qui, etc. Alors, autre prestation qu'éventuellement on peut vous facturer ou pas. Édition et relecture. Édition, vous le connaissez bien, et relecture, tout ce qui est correction de fautes, stylistique, etc. Est-ce que ça fait partie du package que peut vous offrir la maison d'édition? Parce que ça représente quand même du travail. Faut pas le nier, ça représente des heures de travail, et là, ça représente de l'argent. Il faut bien que ce soit spécifié, et si c'est à votre charge ou pas. Là, encore une fois, au cas par cas. Dans le cas où le contrat se négocie. Les bons à tirer maintenant. Les BAT. Donc, c'est l'action qui vous autorisez, si vous voulez, la maison d'édition à imprimer. Parce que vous êtes d'accord, vous avez corrigé, etc. Bon. Combien de BAT on peut faire avant que vous soyez facturé? C'est-à-dire que... Et là encore, c'est raisonnable. Je veux dire, dans certains contrats, j'ai vu 3, 4 fois. Bon. Et puis, au bout d'un moment, si vous voulez, vous commencez à faire perdre de l'argent à la maison d'édition. Donc, on ne peut pas faire ça non plus à l'infini. Encore une fois, c'est le raisonnable qui prime. D'accord? Les redevances de l'auteur. Alors là, ça doit être clairement stipulé. Quelles sont leurs modalités de calcul? D'accord? Quand on les paye? Il faut qu'il y ait un rapport des ventes qui vous soit communiqué. Alors, communiqué comment? Ça, souvent, c'est un petit problème. Alors, par fax, par email, par écrit, par courrier, etc. Il faut aussi que ce genre de détails soit bien spécifié. D'accord? On peut très bien avoir un contrat qui est bien écrit, mais si ce n'est pas bien spécifié où, quand et comment on envoie, si vous voulez, tout ce qui est le ping-pong administratif entre les deux parties, ça peut tourner au vinaigre, bêtement. D'accord? Bon. Ensuite, il vous faut aussi pouvoir constater la réalité de ces ventes. Alors là, difficile. On ne peut pas vraiment contrôler, si vous voulez, les rapports de vente, c'est complexe. Par contre, là, ce que je vous conseille de faire, c'est pouvoir vérifier, essayer de faire un cross-check, de faire une vérification, par exemple, sur Internet. Essayez les alertes de chez Google, d'accord, à chaque fois qu'on mentionne votre livre, et aussi la maison d'édition en question, d'accord. Il faut essayer de faire votre propre système d'évaluation des ventes. Bon, même si ce ne sera jamais, si vous voulez, là, c'est clair, ça ne sera jamais le cas, vous n'aurez jamais exactement le nombre de ventes qui sera stipulé. Ok, alors maintenant, on va aborder un des pièges, si vous voulez, du contrat, c'est la durée du contrat. Alors là, encore une fois, méfiez-vous des contrats à durée indéterminée. Non, c'est pas bon. Alors, moi, je vous conseille de faire, par exemple, un contrat de 2-3 ans avec une première expérience, par exemple, avec une maison d'édition, et puis vous voyez comment les choses se déroulent. 2-3 ans, c'est pas la mer à boire non plus, mais ça vous donne le temps aux deux parties de bien observer comment ça se déroule. Et après, peut-être, vous pouvez renouveler.
Alors, soit vous choisissez la tacite reconduction, mais bon, je pense pas que ça soit super bien. Là, vous faites, c'est mieux d'avoir un écrit à chaque fois, et puis on reporte, et puis on le fait, on continue le contrat si ça se passe bien. Sinon, bah, on se fâche pas, on se quitte. D'accord? Bon. Donc, il faut pas oublier, si vous voulez, que là, il y a un aspect important, si vous voulez, un aspect psychologique important. C'est vrai que vous êtes sans doute très lié d'un point de vue émotionnel à votre livre, à votre œuvre, mais bon, il faut savoir s'en détacher et la considérer d'un point de vue purement rationnel. D'accord? Bon, c'est vrai que si vous voulez, c'est un livre, mais bon, c'est un produit qu'on vend comme on vend du savon ou des carottes. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais je veux dire, il faut être capable de regarder votre livre de cette manière à ce moment-là. D'accord? Bon. Alors, il y a des termes spécifiques qui devraient figurer dans votre contrat. D'accord? Donc, la durée, quand ça commence, peut-être à la signature des parties, ou peut-être quelques jours après la signature, ou au moment de la signature. Mais enfin bon, il y a une date clé. Il y a une date claire. Ça doit être facilement déterminable. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la résiliation. Alors, la résiliation, c'est un moyen qui est offert à l'une des parties. Donc, soit vous, soit la maison d'édition, soit peut-être une autre partie. Je ne sais pas si vous êtes plusieurs au contrat. En principe, vous ne serez que 2. Donc, c'est le moyen de sortir de ce contrat de façon unilatérale. C'est donc soit vous décidez, soit l'autre partie décide. Bah oui, parce que ça peut arriver. Alors, est-ce qu'il y a des pénalités à ce moment-là qui sont prévues? Ah bah oui, pénalités, des pénalités financières, pourquoi pas, je ne sais pas. Imaginons que vous décidez de sortir du contrat alors que la maison est déjà en train de mettre sous presse plusieurs de vos livres, on peut imaginer qu'il y a quand même un préjudice. D'accord? Donc à ce moment-là, ça serait à votre charge de compenser ce préjudice. Bon, donc il faut, à mon avis, prévoir des clauses de résolution qui sont claires, parce qu'il vaut mieux prévoir ça à froid bien avant la signature du contrat que pendant le contrat, dans l'émotion, peut-être dans la colère, dans la frustration, etc. Et là, on décide mal, on fait des bêtises. Ok? Donc, et si rien n'est prévu et si vous voulez pas prévoir, bon, moi je pense que d'un contrat, d'un point de vue, disons, général, un préavis de 3 mois, si vous voulez, 3 mois, c'est quelque chose de raisonnable, qui est habituellement accepté. Pendant 3 mois, on a le temps quand même de réagir, l'autre partie peut faire quelque chose, ou si elle n'est pas d'accord, elle propose, etc. Ok? Donc, il est primordial d'essayer de faire les choses de façon raisonnable et de bonne foi. Ok? Donc, de manière générale, le gros piège, c'est ne rien stipuler dans un contrat, ne rien stipuler, c'est beaucoup plus dangereux que de stipuler des choses. D'accord? Donc, si des choses sont stipulées, sont écrites dans un contrat, on peut tout à fait, en principe, si vous le négociez, les changer. Par contre, si en cas de litige, il n'y a rien d'écrit, à ce moment-là, ça va être compliqué. Le juge va devoir déterminer quelle était la volonté des parties, ou se référer à un autre contrat, ou se référer aux usages qui se font dans tel ou tel pays. Et alors là, vous n'avez pas fini. Non, là, c'est pas la peine. D'accord? Bon. Ok, maintenant, on va passer au droit applicable. Alors, le droit applicable, qu'est-ce que c'est? On l'a vu un petit peu auparavant. Donc là, il s'agit de déterminer au préalable l'instance, c'est-à-dire l'instance judiciaire ou arbitrale. Judiciaire, c'est-à-dire un tribunal, et arbitral, éventuellement, je ne sais pas moi, des arbitres qui se réunissent ad hoc pour décider de votre litige. Ça peut tout à fait, dans certains pays, c'est tout à fait commun. Ok? Bon, alors en principe, si ce n'est pas prévu, il y a un principe de droit qui, en principe, c'est globalement un peu partout, c'est le domicile du défendeur. Donc vous attaquez, vous êtes le demandeur, d'accord? Et l'autre partie, c'est le défendeur. Donc en principe, c'est le tribunal du défendeur, du domicile du défendeur qui sera désigné. Mais bon, on peut prévoir autre chose, par exemple, si c'est une maison d'édition en Italie, on a eu le cas par exemple, ou en Corée, eux, ils vont choisir le droit coréen ou le droit italien. Il sera peut-être plus favorable. Mais de manière générale, mesdames et messieurs, un bon accord vaut mieux qu'un mauvais procès. Essayez d'éviter au maximum d'aller en justice. D'accord ? À moins que le préjudice que vous subissiez soit réellement très élevé. Je ne sais pas, moi, il y a beaucoup de frais, il y a beaucoup de stress pendant des années, si vous faites si vous intentez un procès. Donc franchement, il faut vous préparer à ça. Et alors, vous voyez, je vous ai dit tout le temps, les choses sont équilibrées. Donc, si vous voulez vous préparer à un stress permanent pendant plusieurs années et vous voyez votre livre à côté, je suis tout à fait conscient de la valeur qu'on peut attacher à un livre, mais enfin, il faut voir si ça vaut vraiment le coup. D'accord ? Il faut vraiment y penser. Ok.
Et a fortiori, bon, ben, si votre maison d'édition, elle est située dans un autre pays, en Corée, en Amérique du Sud, ou je sais pas, donc très loin, voire même sur le net, d'accord? Bon, bah, vous pouvez essayer d'attaquer Amazon si vous voulez. Bon, ben, je vous souhaite du plaisir, mais enfin, il faut un avocat, il faut des frais, c'est pas la peine. Il faut essayer d'éviter. Ok, donc la meilleure solution, si vous voulez, pour éviter ce genre de piège, c'est quand même la prévention et donc la bonne négociation du contrat. Et comme je vous l'ai dit, ensuite, il faut toujours être de bonne foi. Essayer de montrer, de créer des preuves, des démarches, comme quoi, bon, bah, vous avez essayé à chaque fois d'être de bonne foi et de régler le problème lorsqu'il se présentait et lorsqu'il était de votre connaissance et de votre ressort, que vous pouviez en faire quelque chose. Ok, maintenant on va voir donc partie 8, les droits et obligations. Alors là, on va le faire assez vite si vous voulez, parce que bon, c'est un petit peu, c'est difficile. Alors on en a parlé un petit peu si vous voulez dans la partie objet. Alors un piège possible dont j'aimerais vous parler en fait, voilà. On reprend si vous voulez le streaming, je vois que je suis reconnecté. Bon, on parle des droits et obligations dans cette partie numéro 8. On en a parlé un petit peu dans la partie objet, et là j'aimerais vous signaler un piège possible, qui est un petit peu vicieux. Lorsque vous contractez avec une maison d'édition, bon, bah, vous lui conférez un certain nombre de vos droits que vous avez en tant qu'auteur, d'accord, pour qu'elle puisse faire de l'argent avec, et puis vous aussi. Bon, ça c'est quelque chose qui est tout à fait raisonnable et tout à fait commun. Bon, un piège possible est la cession à des tiers de droits qui sont attachés à votre livre. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'un point de vue familier, d'un point de vue vocabulaire normal, quoi. Bon, bah, elle peut décider, par exemple, la maison d'édition, elle met une petite clause comme quoi elle négocie en votre nom la cession, c'est-à-dire la vente de certains, par exemple, des sous-produits de votre livre. Par exemple, je sais pas moi, des extraits de votre livre, un poème ou une partie, ou un paragraphe, ou même des illustrations. Ou alors votre livre marche tellement bien que, bon, ben, je sais pas, elle s'autorise, la maison d'édition, à faire par exemple des poupées ou des petits jouets par rapport à votre livre, etc., ou des gadgets, enfin bref. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose qui est lié à l'écriture de votre livre, mais qui peuvent s'en dégager. Tout ce qui est les droits de licence, par exemple, vous savez comment... Bon, ben, je souhaite que vous ayez autant de succès que Harry Potter, mais enfin toutes les figurines, si vous voulez, qui sont liées à Harry Potter, ben, en fait, ce sont des droits qui découlent de l'écriture du livre. Donc ce sont des droits, ok ? Et donc là, à mon avis, la meilleure attitude à avoir, l'attitude la moins conflictuelle, si vous voulez, qui montre que vous êtes de bonne foi, c'est de pouvoir dire à l'autre partie, donc de prévoir dans une clause, que tout ce qui touche à la cession à des tiers de sous-produits de votre livre, eh bien, doit être soumis à votre accord écrit, préalable. D'accord ? Comme ça, vous avez le temps de voir exactement qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'elle veut faire pour vous. Donc ça prouve, si vous voulez, d'une certaine manière, que vous êtes prêt à aider la maison d'édition pour faire un peu plus d'argent en vendant tout ou partie de votre œuvre ou de sous-produits de votre œuvre. Mais en même temps, ça vous laisse le contrôle. D'accord ? Parce que bon, ben, j'ai détecté par exemple un cas comme ça dans un contrat où c'était pas bien stipulé. Donc si on pouvait même, il y avait même une clause géographique qui était assez vague. Donc à la limite, on aurait très bien pu vendre des sous-produits du livre. La maison d'édition, donc qui était hors de France, pouvait vendre même en France. D'accord ? Donc là, c'est quand même un peu gênant. Donc il faut que ce soit clair pour vous. Ok ? Bon, on arrive tout doucement à la fin de ces 30 minutes solutions. Et donc on va arriver aux conclusions, et notamment à ma page personnelle qui s'appelle olivierrobière.com/service, où vous pouvez aussi consulter les services, notamment celui que je viens de vous exposer ici, parce que j'aimerais que vous compreniez une chose en fait qui est relativement claire pour moi. Il est tout à fait possible d'analyser soi-même un contrat d'édition ou de publication au calme, sans aller tout de suite consulter un avocat. Bon, un avocat, ça prend du temps, ça coûte un petit peu cher, et on peut quand même décortiquer pas mal de choses. D'accord ? Donc, on peut réduire énormément de risques et éviter les pièges avant de signer un contrat. Et il faut toujours rester ouvert et positif, notamment dans la négociation. La méfiance, c'est pas bon. D'accord ? Donc, si vous avez besoin d'aide pour un contrat, une relecture commentée de votre contrat, eh bien, vous pouvez toujours aller sur olivierrobière.com/service où je vous propose ce genre de service pour pouvoir analyser votre contrat. Bon, après, libre à vous, si vous pensez que c'est pas assez clair, que vous avez besoin d'un point très précis, d'aller voir un contrat, mais enfin, ça pourrait vous coûter quand même bien moins cher. Ok, alors, je voudrais vous remercier de votre attention.
et aussi de votre soutien de la communauté Fanel, donc formateur et auteur numérique en ligne. Je voudrais dire merci à Nathalie Campo, à Valérie Liéco et à Scott Scowcroft, qui sont mes patrons sur le site Patreon. Et si vous voulez aussi m'aider à soutenir encore la communauté Fanel, n'hésitez pas aussi à y aller. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end, où que vous soyez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, par exemple, sur le groupe Fanel de Google+, ou de Facebook, pour que je puisse vous préparer d'autres émissions sur ces thèmes très concrets en 30 minutes solutions. Voilà. Allez, je vous remercie, et puis à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.